Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Vérité des Sports. Vérité des Sports, le sport sans détour. Du lundi au vendredi, suivez l'actualité sportive et vivez les grands débats sur le sport en compagnie de nos spécialistes, consultants, encadreurs, athlètes, publics sportifs. Partageons les moments forts du sport en toute franchise. Ange Assoukro. Vérité des sports. Bonsoir à tous, vous avez choisi la mère des radios de Côte d'Ivoire, à la radio de l'excellence. Merci de nous accorder vos suffrages. Le porte-flambeau du football ivoirien, la SEC Mimosa, veut la coupe de la Confédération de la CAF. Pour accéder à la demi-finale, les jaunes et noirs doivent se défaire de l'US Monastir de Tunisie en match retour des quarts de finale. Après le match nul 0-0 à l'aller, comment éviter le piège des Tunisiens, surtout avec la règle du but à l'extérieur? Nous mènerons le débat. Deuxième débat, VDS. En première ligue, Arsenal a-t-il dit adieu au titre après sa lourde défaite 4-1 dans le choc face à Manchester City? Entre ces deux débats, une tranche d'actualité consacrée au débrief des matchs des championnats européens. La team VDS, nos chers experts. Bonsoir Noël Yapo. Bonsoir Ange. Réalisation Inoussa Dambélé, Eric Kwame. Technique Alban Patrice Adiegon. Vérité des sports. En chutant lourdement à l'Etihad Stadium 4-1 face à Manchester City, Arsenal a-t-il dit adieu au titre de champion d'Angleterre qui pendant longtemps semblait lui tendre les bras? Les Gunners conservent le fauteuil des leaders avec 2 points de plus que les Citizens qui ont encore 2 matchs en retard. Arsenal a-t-il dit adieu au titre, Noël? Oui, Ange, véritablement, moi je suis tenté de croire qu'Arsenal a dit adieu à ce titre-là, parce que, vous voyez, depuis un moment, Arsenal, les points d'avance d'Arsenal ont commencé par maigrir comme une peau de chagrin, avec tous ces 3 matchs nuls qui avaient succédé la défaite d'hier. Et véritablement, moi je crois que Arsenal, oui, en perdant lourdement, a dit adieu à ce titre-là. Hier, c'est dommage, mais cette équipe d'Arsenal-là, pour moi, sa jeunesse n'a pas tenu face à l'expérience et à la furia de City. Mais véritablement, ce score de 4-1 là, oui, montre que City est le grand patron de ce championnat d'Angleterre. Et ça, pour moi, ça va être difficile pour cette équipe d'Arsenal là de pouvoir rester à cette place-là jusqu'à la fin de ce championnat-là. Et donc, véritablement, pour moi, Arsenal a dit adieu hier à ce titre-là. Sauf miracle dans le football, comme le miracle existe. Mais véritablement, Arsenal a dit adieu à ce titre. Coach Israël Oussou, bonsoir. Bonsoir Ange. Arsenal a-t-il dit adieu au titre? Je pense que oui. Je pense que oui parce que je pense que la confrontation directe était la clé de se maintenir à la tête de ce championnat. Et là, c'est un concurrent qui prend une grosse avance. Et en plus, ils ont 2 matchs en retard. Ce serait vraiment difficile pour une équipe comme City de perdre déjà ces 2 matchs en retard. Et quand on voit aussi cette capacité qu'a eu City de facilement battre cette équipe d'Arsenal, je pense que Arsenal reste vraiment le maître de ce championnat d'Angleterre. Vous sembliez tous les deux nourrir beaucoup d'espoir dans cette équipe d'Arsenal. Après la rencontre, est-ce que vous êtes déçus? On commence par vous, coach. Déçu, je dirais non, parce qu'en face, on savait quand même qu'il y avait une grosse machine de Manchester City, véritable machine avec de grosses individualités. Mais on avait gardé cet espoir parce que Arsenal a su montrer aussi de très bonnes choses depuis la 24e journée, être à la tête de ce championnat. On a vu aussi que ces garçons-là montaient en puissance. Il y avait beaucoup de progression. On les sentait vraiment avec l'envie, la détermination d'atteindre cet objectif de terminer champion d'Angleterre. Mais après, il y a la réalité. Il y a la réalité du terrain. En face, il y a vraiment de l'expérience. Il y a vraiment une grosse machine aussi. Une machine, je pense aussi, qui, avec sa qualification pour les demi-finales de Champions League encore, renoue encore beaucoup plus avec la confiance. Et qui a aussi beaucoup cette envie de s'installer comme véritablement l'équipe maître de ce championnat d'Angleterre. Noël, déçu par Arsenal? Non, véritablement, moi je ne suis pas déçu parce qu'on connaît la force de City.
j'aurais été déçu si effectivement Arsenal avait encaissé juste un but, perdant 1-0. Mais de la façon dont City a balayé complètement Arsenal, on ne peut pas être déçu. Ça a été deux forces en présence, mais on a vu effectivement que le maître reste le maître et que l'élève reste l'élève. Ça a été la démonstration hier. Donc la qualité de cette équipe de City fait qu'on ne peut pas être déçu. Regardez, ils sont sur 3 fronts. Ils sont en train de jouer, ils vont jouer la demi-finale de la Ligue européenne et ils vont jouer la finale de la FA Cup. Là, ils luttent véritablement, ils sont en bonne posture pour être champion d'Angleterre. Donc c'est le vrai patron qui hier s'est montré dans ce football anglais là. Donc on ne peut pas être dessus. Oui, on est un peu amer pour cette équipe d'Arsenal qui a tiré pratiquement tout le championnat jusqu'au bout. Mais hier on en avait parlé. Cette jeunesse-là peut être victime de son inexpérience et je crois qu'ils ont été victimes de cela. C'est tout le staff. L'entraîneur lui-même, sa jeunesse aussi, il a été victime de cette jeunesse-là et donc vraiment pas déçu parce que l'équipe qui a battu Arsenal hier est une très grosse machine. On va revoir ensemble cette rencontre dans le détail. Noël, les Sky Blues ont totalement maîtrisé cette rencontre face aux Gunners avec au bout cette victoire étincelante, 4-1. Bah oui, ils ont effectivement maîtrisé tout le match. Ça a été un véritable rouleau compresseur qu'ils ont déroulé. Et à partir de l'instant où Angie marque le but très tôt avant les 15 premières minutes, ça les a confortés dans leur position. Mais véritablement, hier, ils ont fait montre d'une très grande qualité. Ils ont empêché Arsenal de développer son jeu. Ils ont empêché Arsenal très haut de développer son jeu et très vite, ils ont étouffé cette équipe d'Arsenal-là. Et donc, ils se sont vraiment montrés en très grand patron hier et ils étaient très complets dans toutes les lignes. Et quand vous regardez hier, celui qui marque, on en avait parlé hier, mais celui qui marque les buts, le premier but déjà, ce n'est même pas Haaland que tout le monde regardait, mais c'est De Bruyne. Et donc, ils ont cette force-là, cette équipe de City-là. Ils ont vraiment déroulé hier le rouleau compresseur et c'est vrai que hier c'était Arsenal, mais rare aurait été des équipes hier qui auraient été capables de tenir devant cette équipe de City là. Coach Oussou. Ben oui. Après, je pense que City sur l'ensemble du match a été nettement supérieur à cette équipe d'Arsenal. On a senti une équipe de City vraiment déterminée à battre cette équipe d'Arsenal, à montrer à cette équipe d'Arsenal que c'est elle l'équipe maître de ce championnat. Dès l'entame du match, pressing haut, on savait que cette équipe de City allait notamment mettre ce pressing haut là en avant. Mais dommage, cette équipe d'Arsenal n'a pas su résister à ce pressing haut. Elle n'a pas su, comme d'habitude, elle a l'habitude de le faire sur ces derniers matchs, pouvoir sortir les ballons correctement. Elle s'est laissée emporter par la pression. Et je pense que c'est là que s'est fait la différence. On avait aussi dit que ça allait se jouer aussi sur l'état d'esprit, sur la capacité de l'entraîneur d'Arsenal à gérer les émotions, à pouvoir permettre à ses joueurs de gérer les émotions, et puis aussi sur la motivation qu'ils allaient avoir sur ce match. Mais je pense que quand ils ont pris le premier but, ils ont tout de suite accusé le coup et ça a été déterminant, ça a joué sur le mental, parce que juste après, on a senti Manchester City carrément s'installer sur l'ensemble du match, dans la possession, dans la récupération du ballon. On a senti plus cette équipe de Manchester City là que celle d'Arsenal. Et je pense que c'est là que ça fait la différence. Noël, c'était la finale de la Première Ligue cette saison et véritablement Arsenal n'a pas fait le poids. Ah oui, c'était la finale et Arsenal, oui, Ange n'a pas fait le pas et ça, on le sait, depuis un moment, Arsenal n'arrive pas à tenir cette place-là. On a dit hier, quand vous êtes dans cette position-là et que tout le monde vous pourchasse, vous êtes le pourchassé très, très, très en difficulté. Et hier, ça s'est montré. Arsenal, dans cette finale d'hier, n'a même pas tenu le choc parce que 1-0, oui, on aurait été en train d'avoir quelques regrets, mais 4-0, il n'y a pas de regrets. C'est une nette confirmation de la qualité et de la valeur de City sur cette équipe d'Arsenal qui n'est pas mauvaise, mais qui, je pense, est jeune. Elle n'a pas pu supporter la pression. Parce que tenir cette pression-là, ce n'est pas seulement hier, c'est depuis que Arsenal est à la tête de ce championnat qu'ils tiennent cette pression-là. Malheureusement, hier, ils n'ont pas pu supporter. A contrario, l'équipe de City est bien rentrée dans son match. Ils ont maîtrisé la pression à leur niveau. Ils savaient l'enjeu de cette rencontre-là. Ils ont bien géré l'enjeu de cette rencontre-là. Et donc, ils ont été bien aidés par leur public, mais véritablement, ils sont les maîtres de ce championnat-là. Et ça va être difficile qu'ils ne soient pas champions d'Angleterre cette année. Vraiment comme le miracle existe en football, mais sinon, ils sont bien partis pour être champions d'Angleterre. Coach, pourquoi le leader Arsenal a semblé aussi faible au cours de ce choc? Moi, je pense que ça s'explique par rapport à ce qu'on a dit hier à l'émission. Ça s'explique par rapport à l'état d'esprit. Je pense la trop forte pression
mis sur cette... Il faut quand même reconnaître que cette équipe, elle est jeune. Elle est jeune, elle n'a pas des joueurs de très grande expérience. C'est pas des joueurs qui ont l'habitude de jouer à ce niveau de la compétition. Donc, je pense que la différence s'est faite aussi à ce niveau. Et là, on l'avait dit, on avait attiré l'attention sur le fait que l'entraîneur devrait beaucoup plus s'axer sur l'aspect mental, sur ce genre de match-là. Et je pense que c'est là que ça s'est joué. Parce que vous voyez, dès l'entame du match, dès qu'ils ont perdu la possession du ballon, dès qu'ils ont été un tant soit peu dominés par cette équipe de City, on les a sentis baisser les bras. On les a sentis très faibles dans le mental. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là que se joue, parce que dans la qualité des joueurs que Arsenal a, on ne peut pas dire que c'est nettement au-dessus. City est nettement au-dessus en termes de qualité, parce qu'il y a aussi d'énormes qualités dans l'effectif d'Arsenal. Donc, je pense que ce match-là s'est joué beaucoup plus sur la gestion des émotions et surtout sur leur capacité à gérer même toute cette pression autour, hors du match, toute cette pression autour, sachant que historiquement, ça fait un bail quand même que cette équipe d'Arsenal n'est pas arrivée à ce niveau. 19 ans. Donc, voilà, je pense que c'est toute cette pression-là qui a joué en défaveur de cette équipe d'Arsenal. Noël, je regarde mon tableau de bord, la ligne d'attaque d'Arsenal, Martinelli, Gabriel Jesus, Bukayo Saka. Ils sont passés où? Là, c'est pas qu'ils sont passés où, hein. Ils étaient sur le terrain, sauf que leur stratégie, leur système de jeu a été bien comprise par City, qui les a complètement empêchés de jouer. Ils sont tombés face à plus fort qu'eux et véritablement, quand vous regardez, déjà en termes de gabarit, c'est des joueurs qui n'ont pas de grands gabarits, mais quand vous regardez la défense qu'ils ont eu à affronter hier, c'est une défense qui est suffisamment solide au gabarit. Et là, Arsenal est une équipe qui joue dans la vivacité, et je crois que City a compris cela. Donc, ils ont réussi à fermer pratiquement tous les espaces, à empêcher Arsenal de passer des ballons dans les dos. Et donc, ça a été difficile pour Bukayo Saka, Martinelli et tout cela de jouer, parce que c'est des joueurs qui aiment bien les espaces. Dès qu'ils ont la possibilité d'avoir un espace dans le dos, ils sont tous partis. Mais hier, ça a été véritablement compris par City. C'est pourquoi je dis que ça a été la leçon du maître face à l'élève. Mais sinon, ils étaient sur le terrain, mais ils sont tombés sur plus fort. Coach, comment dans un tel match, dans une telle affiche, ne pas voir des Bukayo Saka, des Gabriel Jesus ou alors des Martinelli? Je pense que totalement absent. Je pense que Pep a bien préparé son match. Je pense qu'avec les analyses vidéo et autres, il a trouvé la formule pour véritablement bloquer ces jeunes-là, sachant que ces jeunes-là, il ne faut pas les laisser prendre de la vitesse. Et on a remarqué que tout au long du match, ils ont été vraiment fermés, ils ont été vraiment mis sous pression, ils ont été vraiment... il y avait toujours quand ils touchaient le ballon, il y avait toujours 2 ou 3 joueurs de City autour. Donc c'était vraiment difficile de progresser. Et puis après aussi... à la base, il va falloir les alimenter. Or, cette équipe de City a su couper cette source d'alimentation-là, parce qu'avec son pressing haut, City arrivait à récupérer très vite les ballons et puis à installer son jeu. Donc, c'était difficile pour cette équipe d'Arsenal-là de pouvoir progresser rapidement vers l'avant comme ils ont l'habitude de le faire, et pour que ces joueurs-là puissent être servis. C'était vraiment très difficile. À l'inverse d'Arsenal, c'était un Manchester City des grands soirs à taille patron, Pep Guardiola et ses hommes, Noël. Oui, City, c'était un très grand club, mais ils ont une force. Dès lors qu'ils réussissent à vous maîtriser dans leur pressing, dès qu'ils réussissent à vous empêcher de sortir le ballon, automatiquement ils deviennent maîtres du jeu. Quand ils ont compris que vous ne pouvez plus sortir le ballon, alors là, c'est fini, ils deviennent maîtres du jeu, et c'est ce qu'ils ont démontré hier. Hier, ils ont joué véritablement en taille patron. Ils ont empêché, parce que tout le monde sait qu'Arsenal joue bien au ballon, Arsenal joue vite, Arsenal sait sortir le ballon, mais ils ont fermé toutes ces lignes-là. À partir de cet instant-là, ils se sont sentis complètement à l'aise. Dès lors qu'Arsenal n'a pas pu trouver la solution pour contourner le bloc, le pressing haut, mais s'ils se sont sentis tout de suite à l'aise, et ils se sont installés dans le match pour démontrer ce qu'ils ont démontré hier là. Ils ont accéléré quand ils voulaient accélérer, ils ont mis le pied sur le ballon quand ils voulaient, et quand ils voulaient presser, ils ont pressé, et donc véritablement c'est en taille patron qu'ils ont joué hier. Coach, voici les caractéristiques du jeu de City hier. Jeu long, sortie de balle courte et rapide, échange en triangle. Les Citizens ont offert un récital. Je pense qu'ils ont répété leur projet de jeu, ils ont répété leur philosophie à l'image de ce que Pep montre depuis des années à toutes ces équipes. Je pense on savait que City allait jouer comme ça. Ils n'allaient pas changer leur manière de jouer, mais sauf que là, ils ont été beaucoup plus concentrés, beaucoup plus appliqués, notamment dans le pressing. Et malheureusement pour Arsenal, qui a un jeu, on va dire, un peu similaire, c'était un peu plus facile pour City
de pouvoir les contrer parce que si vous avez un jeu similaire, donc sous un fort pressing et un pressing bien organisé, c'est difficile de pouvoir s'en sortir. Je pense que c'est ce que Pep a mis en place. Et à contrario, Arsenal qui devait aller aussi les chercher haut dans leur base pour essayer de les empêcher de produire du jeu, ne l'a pas fait. Donc ça a permis à City notamment de pouvoir installer toute sa palette et de pouvoir emporter ce match. Sur le plan offensif, inversion des rôles, Erling Haaland s'est mué en double passeur décisif pour Kevin De Bruyne à Noël. Ah oui, c'est clair que à partir de l'instant, ça c'est la force de ce joueur-là. À partir de l'instant où tout le monde l'attend dans la pointe de l'attaque, il a cette capacité à décrocher pour venir apporter son appui au milieu de terrain. Et donc en décrochant, forcément, il laisse des espaces derrière lui. Mais en décrochant, sa force c'est que même quand il a le ballon, il décroche qu'il a le ballon dans les pieds, il est capable de distribuer des bons ballons. Donc ce n'est pas qu'un buteur, mais il y a des moments où il est capable de se muer en très bon passeur, parfois de façon étonnante, mais ça lui réussit. Et c'est ce qu'il a démontré hier. On l'a dit, tout le monde l'attendait. Tout le monde s'est dit que ça allait être l'âme fatale de cette équipe de City. Il a décroché, il a quitté cette pointe d'attaque et il s'est mué en passeur. Et ça a permis à City d'avoir quelqu'un d'autre pour planter des buts. Et ça, malheureusement, Arsenal n'a pas pu déjouer ce système-là. Et ça veut dire qu'Haaland, c'est un joueur complet. C'était un joueur d'avenir, ce jeune-là, et il est véritablement complet, Ange. Coach, sur le rôle de Erling Haaland hier. Ben oui, je pense qu'il a joué intelligemment parce qu'il savait qu'en restant figé là en pointe, il allait avoir des difficultés. Il a joué en mouvement pour créer des espaces pour notamment De Bruyne qui a su profiter des espaces que Haaland lui créait, puisque évidemment cette équipe d'Arsenal allait avoir des craintes par rapport à la justesse d'Haaland et à sa précision. C'est clair qu'à lui seul, il allait pouvoir captiver 2 ou 3 joueurs d'Arsenal. Donc, notamment, il allait avoir des espaces. Et c'est là que je félicite De Bruyne qui a su véritablement intelligemment utiliser ces espaces que lui permettait d'avoir Haaland pour faire la différence. 2 buts donc pour l'habituel passeur Kevin De Bruyne. Ouverture du score dès la 7e minute et doublé après la reprise à la 54e. Une passe décisive sur coup franc avant la mi-temps pour Kevin De Bruyne, coach. Ben oui, là, c'était un soir du grand, on va dire des soirs comme ça où Kevin De Bruyne est vraiment à son meilleur niveau et il a joué un peu, j'ai envie de dire, avec le maillot du boss. Avec le maillot du boss, il a vraiment montré qu'il était le patron de ce milieu de terrain de City et qu'il était capable de manière individuelle de faire la différence à tout moment. Et malheureusement, Arsenal en a pris à ses dépens. Noël, sur Kevin De Bruyne. Oui, mais Ange De Bruyne, ça, c'est même pas seulement à City. On sait que même en équipe nationale de Belgique, c'est l'un des grands patrons de cette équipe-là. C'est pratiquement le grand patron. C'est lui qui accélère le jeu. C'est lui qui met le ballon sur le pied. Et à City, c'est pratiquement ce même rôle-là. Il a démontré hier. Sa force, c'est qu'il n'est pas simplement qu'un distributeur de ballon. Quand il se retrouve, il a une intelligence de jeu qui lui permet de comprendre qu'il y a de l'espace derrière. Et tout de suite, il est à droite devant les poteaux. Mais en plus de cela, il a une frappe terrible. Et donc, il est pétri de qualités qui font que c'est un très grand patron. C'est ces qualités-là qui font que tout le monde l'accepte en termes de grands patrons de cette équipe de City-là. Et hier encore, il a montré, il a plané sur cette équipe de City-là en plantant ses 2 buts. Parce que regardez le but qu'il marque à la 7e minute. Ce but-là, il coupe le souffle, il coupe les pieds tout de suite à Arsenal et ça permet à son équipe, à City, d'être à l'aise dans ce match-là. À la reprise, quand on revient, au moment où Arsenal va peut-être penser qu'ils peuvent revenir, en même temps, il plante un 2e but et qui fait que là, complètement, Arsenal est perdu. Et donc, vraiment, De Bruyne, c'est le grand patron de City. C'est vrai qu'il y a quelques moments où il n'est pas sur le terrain, mais quand il est là, vraiment, on sent sa touche, c'est le grand patron de City. J'ai regardé la rencontre au bureau avec les 2 réalisateurs de Vérité des Sports, Inoussa Dembélé et Eric Kwame. J'ai été émerveillé par cette phase de jeu. Kevin De Bruyne qui, dès la 7e minute, il prend un ballon au moment où tout le monde s'attend à ce qu'il fasse une passe décisive pour Erling Haaland. Il place le ballon hors de portée du gardien parce que le gardien ne s'attendait pas à un tel ballon. Sa position a fait que le but, il est grand. C'est à la télé, on le voit petit, mais le but, il est grand. Là où il place le ballon, la position du gardien ne lui permet pas d'aller chercher ce ballon, Noël.
Ben oui, c'est pour ça que j'ai parlé d'intelligence. Ce sont des joueurs doués, c'est l'intelligence des joueurs. Comme tu l'as dit, le poteau, il est grand, les poteaux, ils font 7,32 m sur 2,44 m. Donc, quand vous connaissez les dimensions de ces poteaux-là, quand un gardien est arrêté au milieu de 7,32 m, vous voyez qu'il n'a pas un joueur intelligent comme De Bruyne. Tout de suite, à partir de l'instant où il a eu le ballon, il a eu cette vision-là, il a déjà vu la position du gardien et il avait déjà vu la position de ses attaquants. Entre les deux, il a préféré tout de suite jouer ce qui est le plus direct et donc effectivement il a surpris le gardien qui ne s'attendait pas à cela. Personne d'ailleurs ne s'y attendait, mais c'est la force des grands joueurs. Il a l'intelligence de lire le jeu plus vite que les autres et ça lui a permis effectivement de marquer ce beau but-là. Coach, seuls des joueurs de génie marquent ce genre de but-là. Oui, évidemment. Et vous remarquez tout le sang-froid qu'il a eu. Parce qu'un joueur de notre niveau n'aurait pas eu cette capacité, cette intelligence de voir cet espace-là et pouvoir notamment placer ce ballon-là hors de portée du gardien. Je connais plein d'autres joueurs du championnat européen UP qui auraient frappé tout fort ou bien qui auraient fait la passe. Mais lui, il a eu cette capacité de prendre l'information, de voir le positionnement du gardien et de placer le ballon hors de portée. C'est un joueur de génie. C'est surtout que le gardien, lui, s'attendait à un centre. À un centre ou à une frappe, oui. Ouais. Il s'attendait en tout cas à un centre pour ce gardien de but. Avec cette victoire clinquante, Manchester City se rapproche d'un 3e sacre d'affilée en Première Ligue et pourquoi pas un triplé historique. Première Ligue, Cup, finale dans un peu plus d'un mois contre Manchester United et Ligue des Champions, demi-finale contre le redoutable Real Madrid, coach. Oui, je pense qu'ils sont capables de jouer sur ces 3 fronts-là. Ils ont l'effectif pour, ils ont les joueurs pour. En termes d'individualité, ils ont des joueurs capables de faire la différence sur ces 3 matchs-là. Après, c'est clair que la saison dernière, ils ont pêché au match retour de Champions League. Je pense qu'ils ont dû tirer les leçons. Je l'ai dit à quelqu'un que je pense que City sera cette année meilleur que l'équipe de City la saison dernière. Je pense surtout en Champions League. Je pense qu'ils seront beaucoup plus concentrés, beaucoup plus habiles face à cette équipe de Real de Madrid. Et je pense qu'avec cette victoire qu'ils viennent d'avoir sur Arsenal, ils auront encore ce regain de confiance-là et qu'ils iront chercher ces trois titres-là. Noël. Oui, quand je regarde cette équipe de City jouer, on a l'impression que rien ne peut leur arriver véritablement. Et donc, moralement, ils sont bien assis. Ils sont dans une dynamique qui leur permet de réaliser aujourd'hui des choses extraordinaires. Je pense que c'est même l'année des City, parce qu'ils sont capables de réaliser effectivement ce triplé-là. Mais leur force aujourd'hui, quand j'ai vu le match hier, c'est-à-dire on a l'impression que rien ne peut leur arriver. Ils sont tellement sûrs de leur qualité, ils sont tellement sûrs des individualités qu'ils ont, qu'ils se disent qu'à tout moment, ils peuvent débloquer un match. Et ça, véritablement, c'est un esprit qui peut les amener loin. Et aujourd'hui, ils ont les moyens de jouer sur, de se battre pour ce triplé-là, parce qu'en plus, ils ont une grande profondeur de banc. La seule malchance, peut-être, c'est le fait qu'il y ait le sorcier Real Madrid en demi-finale. Ah oui, certainement. Mais là, même quand j'ai regardé City jouer et que j'ai regardé le Real la dernière fois encaisser ses 4 buts, bon, c'est vrai que ce sorcier Real de Madrid, dès qu'il entend la musique de la Ligue des Champions, ça devient autre chose. Mais véritablement, ça va être la finale de cette Ligue des Champions. Mais ça va être un très très gros match. Mais City, actuellement, pour ce que City démontre, City est très en puissance. Et même nous qui aimons beaucoup le Real de Madrid, on a peur en ce moment-là pour ce Real-là. D'accord. Et puis, il faut dire que l'équipe de City a un banc qui vraiment impressionne, Noël. Ben oui, c'est sa force. Vous savez, on ne peut pas arriver à ce niveau-là quand on n'a pas un banc extraordinaire. Regardez comment ils se sont battus pour aller chercher à Haaland pour venir cette année, malgré tous ces talents qu'ils avaient, mais ils sont allés chercher Erling Haaland. Ça veut dire qu'ils ont aujourd'hui un banc extraordinaire. Hier, regardez ceux qui sont assis sur leur banc. Ça peut être les meilleurs joueurs d'une autre équipe de Ligue de championnat d'Angleterre. Et donc ça, c'est la force d'une équipe qui veut aller loin. C'est la force d'une équipe qui veut être grande. Et ça, quand on enlève un joueur, on ne sent même pas qu'on l'a remplacé parce que les gens restent dans le même schéma. Celui qui arrive aussi a envie de se battre. Et ça, c'est une force incroyable pour cette équipe de City. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Dans l'actu, autre rencontre de la 33e journée de la Première Ligue, Chelsea continue sa série noire battue à domicile 2-0 par Brentford, Noël.
Bah oui, je pense que cette équipe de Chelsea-là, véritablement, cette année, ce n'est pas son année. C'est une équipe qui est pour moi en reconstruction. Comme je l'ai toujours dit, elle n'a pas pu supporter le coup qui lui est arrivé avec le départ de son président mythique, Abramovich. Et donc le changement est un peu difficile. Tom Boehly, qui a repris le club, n'a pas encore véritablement décliné sa vision. Mais je crois qu'avec tout l'argent qu'on a mis dans cette équipe de Chelsea pour recruter des jeunes, avec les jeunes, ce n'est pas une affaire de cette année. Je crois que Chelsea est en train de préparer son avenir, de préparer la relève, mais préparer l'avenir veut dire qu'on apprend, et l'apprentissage est difficile pour cette équipe de Chelsea-là, qui perd beaucoup de matchs. Mais je crois que toujours est-il qu'ils réussiront à se maintenir dans ce championnat et ils tireront les leçons de toutes ces défaites-là. Mais je crois qu'ils sont en train de se préparer pour revenir très fort. Si Tom Boehly réussit à décliner véritablement sa vraie vision de ce Chelsea-là, on doit pouvoir s'attendre à une très grande équipe de Chelsea. Mais cette année, véritablement, Chelsea passe à côté. Ce n'est pas l'année de Chelsea, c'est une année de refondation de ce club de Chelsea. Je pose la question à l'entraîneur. 5e revers en 5 rencontres pour Frank Lampard depuis son retour sur le banc des Blues. Je pense que Chelsea est en train de vivre aussi ce qu'en ce moment Ben vit. Et avec ce changement d'entraîneur, c'est pas facile du tout. On cherche un moment, il y a un moment d'adaptation. C'est pas évident aussi que ces joueurs-là aujourd'hui arrivent tout de suite à s'adapter à ce qu'il produit, à ce qu'il veut comme projet de jeu, lui, Lampard. C'est pas évident. Lui-même aussi, en ce moment, c'est pas lui qui a fait le recrutement. Il doit pouvoir s'adapter aux joueurs, connaître les forces et les faiblesses de son effectif. Après, c'est difficile dans ce sens que il est obligé de jouer match par match. Il avait fait une première campagne où c'était lui qui avait recruté les joueurs. Et on avait ça, c'était pas bien passé. Après, ils ont essayé cette fois-ci de l'envoyer en cours de saison pour peut-être créer le choc psychologique. Exactement, là encore, mais là, ça passe pas. Après, peut-être que les dirigeants se sont dit que, comme c'est un ancien de la maison, il aurait peut-être eu le discours qu'il fallait pour notamment remonter la pente. Mais on se rend compte que c'est assez difficile pour lui. Comme Noël le dit, c'est une équipe qui est en reconstruction. Je pense qu'il faut avoir une certaine stabilité déjà, parce que c'est même pas évident qu'ils le gardent. Vous allez voir qu'encore, ils ont peut-être encore changé d'entraîneur. Je pense qu'il faut avoir une certaine stabilité déjà dans la reconstruction de cette équipe-là, avant de pouvoir espérer avoir des résultats meilleurs. Liverpool, d'abord mené, a su se débarrasser de West Ham 2-1. Les Reds à Noël restent en course pour la Ligue des Champions. Bah oui, véritablement, c'est ce qui leur reste, cette équipe de Liverpool. C'est une équipe taillée pour des coupes, mais malheureusement, depuis un moment, ils ont été un peu en difficulté. Là aussi, il y a eu quelques arrivées en termes d'effectifs, mais qui n'ont pas encore véritablement bien intégré cette équipe de Liverpool-là. Et pour pouvoir avoir cette mayonnaise qui marchait très bien, Sadio Mané et Mohamed Salah, là, ça ne prend pas. Mais véritablement, ils sont encore en course. C'est une équipe, Liverpool est une équipe qui a un esprit, qui a un grand fighting spirit. Ils ne lâcheront rien, ça, il faut en être sûr, ils ne lâcheront rien jusqu'au bout. L'essentiel pour eux, c'est effectivement d'avoir une place qualificative en coupe, en Ligue des Champions. S'ils réussissent à avoir cette place qualificative en Ligue des Champions, avec l'entraîneur qu'ils ont, c'est sûr que là, ils ont connu un petit mou, mais avec l'entraîneur qu'ils ont, qui a de très grandes qualités, logiquement, s'ils réussissent à avoir cette place-là, l'année prochaine, ils reviendront très fort, parce que je sais qu'ils ont appris à tirer les leçons de ce qui s'est passé cette année, et de tous ces changements qu'il y a eu, de tous ces flottements qu'il y a eu. Liverpool, coach Oussou, se débat pour accrocher le Big Four. Dommage pour cette grande équipe de Liverpool. Mais je pense qu'ils ont dans la capacité d'accrocher ce Big Four et de se qualifier pour la Champions League. Mais Liverpool aussi vit en ce moment des moments difficiles, parce qu'il y a aussi eu beaucoup de tractations avec le départ de Sadio Mané. Il y a eu ce déséquilibre-là au niveau de son attaque. Donc c'est tout ça qui a joué en défaveur de cette équipe de Liverpool. Et puis on a senti qu'à un moment donné, il y a une certaine cohésion qui était leur force avec leur entraîneur qu'on ne sent plus pour cette saison-là. Donc je pense que c'est tout ça qu'il faut revoir. Mais sur la fin de ce championnat, on les sent quand même déterminés à retrouver une place dans ce Big Four et puis jouer la Champions League. Nottingham Forest, tiens, avec Serge Aurier, titulaire et capitaine, a surpris Brighton, 3-1, Noël. Bah oui, on va dire que c'est une très bonne nouvelle pour les Ivoiriens. Notre capitaine avec Nottingham Forest qui effectivement réalise ce très bon score-là. Vous savez, c'est un championnat anglais qui est très difficile. C'est un championnat où on ne lâche rien. Des clubs comme Nottingham Forest sont capables de
de faire basculer le championnat, et c'est ce qu'ils ont fait hier. Et là, ça a été une très bonne chose pour Serge Aurier, qui est capitaine de cette équipe-là. Je crois que ça va lui donner une nouvelle dynamique, parce qu'on en avait parlé. Quand vous n'avez pas de temps de jeu dans votre club, c'est difficile en équipe nationale d'utiliser votre équipe nationale pour rebondir. Mais là, je crois que de plus en plus, il commence à avoir du temps de jeu. Il est même capitaine. C'est une très bonne chose pour lui. Mais ce score de Nottingham Forest là m'a un peu surpris quand même, parce que je ne les attendais pas à réaliser un tel score. Mais donc, c'est une très bonne chose. Je crois que ça va être il doit prendre ce match un peu comme un petit match de référence et pouvoir s'appuyer dessus pour le reste du championnat, parce qu'il ne reste pas véritablement grand-chose. Coach? Nottingham Forest, ils sont capables du bon comme du pire. Là, en ce moment, ils font une bonne performance. Après, il faut voir comment ils enchaînent derrière, parce que c'est une équipe qui, tout au long de ce championnat, n'a pas été assez constante. Elle a des performances en dents de scie. Donc, il faut voir un peu ce qu'ils vont nous produire pour le prochain match. Mais déjà, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien pour eux, parce que ça leur permet de s'accrocher et de pouvoir se maintenir dans ce championnat d'Angleterre. Noël, si Aurier joue, on le dit. S'il ne joue pas, on le dira aussi. Hein? Ah ben oui, mais nous, on ne fait que constater et dire ce que nous constatons. Si Aurier joue, comment on peut dire qu'il ne joue pas? Franchement, tout le monde le voit jouer. Nous, on ne peut pas dire qu'il ne joue pas. Et on le voit, tout le monde le voit porter le brassard de capitaine de Nottingham. On ne peut pas dire qu'il ne l'est pas. Mais s'il ne joue pas aussi, franchement, qu'on l'envoie en équipe nationale, non, on le dira. Et c'est pas simplement pour Aurier, mais c'est pour tous les joueurs. On a les yeux sur l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. En même temps, on suit tous les championnats. Et donc, au moment où ils arrivent en équipe nationale, on sait quand même le temps de jeu de plus ou moins de chacun d'entre eux. Et donc, s'ils jouent, on le dira. Ça, tout pour tous les joueurs, s'ils jouent, ils jouent tous, on le dira pour eux, parce qu'on souhaite avoir la meilleure équipe nationale possible. Pour le moment, c'est le capitaine de Jean-Luc Gasset. Donc, on le suit de près. Au classement de la première ligue anglaise, Arsenal reste leader avec 75 points. Deuxième, Manchester City, 73 points. Et surtout, 2 matchs en retard. Troisième, Newcastle, 59 points. Quatrième, Manchester United, 59 points également. Allons en Espagne. 31e journée de la Liga. Le FC Barcelone tombe face au Rayo Vallecano. 2-1. Le Real avait perdu 4-2 contre Gérone. Heureusement pour les Barcelonais qu'ils ont 11 points d'avance, coach. Ouais, mais c'était sur ce match-là, c'est un Barcelone décevant. Barcelone décevant qui s'est fait surprendre par cette équipe de Rayo Vallecano. Après, c'est clair qu'avec 11 points d'avance, on aurait tendance à croire que c'est fait. Mais je pense que rien n'est fait. Il faut continuer à garder le professionnalisme et la même dynamique pour pouvoir aller véritablement terminer champion d'Espagne. Mais là, sur ce match-là, on a quand même des inquiétudes parce qu'on a senti véritablement une équipe de Barcelone assez fébrile. Et je me demande, est-ce qu'ils ne sont pas déjà en train de fêter le titre avant l'heure? Donc, il faut vraiment faire attention, sachant que derrière, si ça s'enchaîne sur des notes négatives, le Real peut rapidement revenir. Il y a eu une saison comme ça où le Real est revenu et le Real a eu le titre. Donc, il faut faire véritablement attention et puis chercher véritablement à aller gagner les autres matchs qui restent. Heureusement qu'il n'y a pas de Manchester City en Espagne, Noël, parce que le Barça piétine. Hein? Ah oui, heureusement qu'il n'y a pas de City en Espagne. Et heureusement, je veux dire que cette année, c'est véritablement l'année de Barcelone, parce qu'en même temps qu'ils perdent, en même temps que le Real Madrid perd, et perd lourdement. Donc, véritablement, ces deux défaites-là n'ont pas véritablement d'incidence pour cette équipe de Barcelone. Mais le problème, vous voyez, Barcelone, par le passé, nous a habitués à un jeu tellement léché, à un football tellement limpide, un football hors pair, où on connaissait ce Barcelone-là qui n'avait peur de rien, qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu nostalgique. Quand on voit ce Barcelone jouer aujourd'hui, on compare à ce Barcelone parce que c'est le nom qu'on retient et puis on se dit, mais est-ce que c'est Barcelone qui joue? Mais ça, il faut qu'on se dise, le Barcelone du temps de Pep est passé. C'est une nouvelle version de Barcelone qui est là. Il va falloir s'adapter à ce jeu-là. Mais sinon, ce que Barcelone a produit hier, ce n'est pas véritablement ce qu'on attend de ce Barcelone. Même dans le courant du championnat, ils ont sorti des matchs où on les attendait, des matchs auxquels on ne s'attendait pas. On ne pensait même pas que c'était le Barcelone, mais ça ne les a pas permis d'être aujourd'hui au devant de ce championnat. Et comme je l'ai dit, c'est véritablement leur année parce que même quand ils perdent, le Real de Madrid ne réagit pas véritablement pour les pousser et donc ils ne sentent pas cette pression-là. Et certainement que ne sentant pas cette pression, ils ont déjà la tête dans la fête. Autre cadre de la sélection ivoirienne, Franck Yannick Kessié, toujours remplaçant. Il est rentré quand même à la 69e minute, coach.
Ah oui, dommage pour nous parce qu'on aurait aimé qu'il soit vraiment titulaire dans cette équipe de Barcelone, sachant que nous, on prépare notre équipe pour la CAN. On aimerait avoir vraiment tous nos joueurs, notamment des joueurs sur qui on peut compter, avoir un très bon niveau avant cette CAN. Bon, on espère que, comme on a un peu du temps encore avant la CAN, on espère que pour la saison prochaine, il trouvera une place vraiment de titulaire à part entière, sachant qu'on a des garçons comme le capitaine de Barcelone, qui sont des garçons vieillissants qui vont peut-être céder un peu la place progressivement. On espère qu'il va profiter pour avoir cette place de titulaire, mais en ce moment, c'est inquiétant. C'est inquiétant. On se demande est-ce qu'il a fait le bon choix en allant à Barcelone, sachant qu'à Milan, il était un titulaire incontournable. Donc, c'est vraiment dommage. Noël? Bah oui, Ange, vous voyez, tout à l'heure, on en a parlé. Hein, quand nos joueurs jouent, on le dit. Quand ils ne jouent pas aussi, on est obligé de le dire. Vous voyez, cette situation de Franck Kessié, là, c'est dommage, c'est pénalisant pour le joueur parce que, à contrario de Franck Kessié qui joue des bouts de match, vous regardez Seko Fofana qui tient à bout de bras son club, qui joue pratiquement tous les matchs, qui se montre étincelant. Et donc, nous, il y a Seko, il y a d'autres milieux de terrain, les gens d'Aoulou, il y a tout cela. Et donc, on regarde et puis on fait un peu la comparaison. C'est vrai qu'on n'est pas le sélectionneur national, mais quand on regarde celui qui n'a que quelques bouts de match, Franck est rentré à 69e minute, donc juste 20 minutes de jeu. Bon, quand on regarde tout ça, on se dit quelle forme il aura pour que ce soit celui-là qui soit le joueur dominant de l'équipe nationale. On regarde tout ça, parce que l'équipe nationale, ce n'est pas là où on met les joueurs par rapport à leur nom d'hier, mais on les met par rapport à leur forme d'aujourd'hui. Et donc, c'est dommage un peu pour Franck Kessié, mais ça a été son choix en venant à Barcelone. Je ne sais pas s'il s'attendait à cette situation-là, mais c'est un peu déplorable. On espère qu'il aura le mental fort pour tenir et continuer de montrer ses qualités intrinsèques parce qu'il en a véritablement des qualités. L'Atlético de Madrid a dominé Mallorca 3-1 avec un doublé de Yannick Ferreira Carrasco. L'Atlético de Madrid revient à 2 points du Real Madrid dans la course à la 2e place. Oui, mais après... C'est une équipe qui, pour moi, sur l'ensemble de la 2e phase, a quand même montré de très bonnes choses et enchaîne quand même sur de bonnes performances. Donc, c'est normal qu'elle arrive à remonter la pente et être à 2 places du Real Madrid. Mais bon, écoutez, il va falloir rester constant sur l'ensemble, on va dire sur la fin de cette saison, il va falloir rester constant. Mais c'est une équipe qui a une grosse force. C'est une grosse force. Vous voyez l'abattage physique qu'elle a, cette équipe. Elle arrive à être comme ça sur toute la saison. C'est dit toute la qualité de la préparation athlétique qui est faite dans cette équipe et c'est tout à fait normal que cette équipe-là soit là à ce niveau-là. Noël, à l'Atlético de Madrid, s'ils peuvent être 2e, ils ne vont pas cracher dessus. Hein? Ben, Ange, s'ils peuvent être 2e, ils ne cracheront pas dessus. Hein. Franchement, et moi je dis que c'est une équipe qui me laisse un peu sur ma faim parce que quand on les regarde jouer, on sent qu'ils ont des capacités, ils sont forts, mais parfois ils pètent des matchs où véritablement on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et ils peuvent courir après un but avec tous ces éléments, avec toute sa force, toute la détermination, mais ne jamais remonter ces buts-là. C'est ça qui fait qu'ils ne sont pas véritablement, à mon sens, constants et qu'ils n'arrivent pas à pousser. Là, ils sont en train de pousser fort le Real de Madrid, mais au moment où on va s'attendre à eux, pour certainement atteindre ce Real de Madrid dépassé, vous allez voir que sur un match qui peut-être même face à un club plus faible, ils vont perdre et puis bon ben ça va les faire dégringoler et c'est ça qui est un peu leur faiblesse. C'est dommage, mais sinon ça reste une des meilleures équipes de ce championnat espagnol là. Maintenant on attend qu'ils poussent et cette poussée là logiquement va permettre au Real aussi de se réveiller parce que le Real a beaucoup plus la tête dans la Ligue des Champions que sur ce championnat là. Leader, le Barça à 76 points. 2e, Real Madrid à 65 points. L'Atlético de Madrid complète le podium de la Liga avec 63 points. Vérité des sports.
Place à notre deuxième débat VDS du jour. ASEC Mimosa US Monastir de Tunisie. Match retour des quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Comment éviter de tomber dans le piège des hommes venus de l'Afrique du Nord, surtout avec la règle du but à l'extérieur qui reste en vigueur sur le continent, coach Oussou? Je pense qu'on l'a dit ici. Hein. C'est un match que la SEC doit aborder en se disant qu'on n'a rien à perdre, il faut gagner. Par contre, si on veut être trop calculateur, dès qu'on prend un but, on est sous pression. Parce qu'à 1-1, on est éliminé. Donc, il faudrait véritablement que la SEC joue pour gagner. Pour moi, il n'y a pas un autre état d'esprit installé que ça. On joue pour gagner. Parce que à n'importe quel moment, cette équipe de Monastir est capable de créer des problèmes. Donc, il faut aborder ce match en leur montrant qu'on ne leur laisse aucun espace. Sur la détermination, si l'envie, il faut déjà les abattre mentalement. Il faudrait que dès l'entame du match, on sente des joueurs de la SEC très déterminés, avec une forte envie tout de suite de marquer le premier but. Je pense que ce n'est que comme ça que la SEC pourra s'en sortir. Noël? Moi, je crois que le débat, il est posé. Et puis, je crois que les choses sont claires. Il faut éviter d'encaisser un but ici et se mettre en situation difficile. La SEC a réussi à garder ses perches inviolées en Tunisie. Ils peuvent réussir à garder ces perches-là. Mais moi, je crois que le piège, il faut éviter l'euphorie. Il faut garder l'humilité. Et puis, il faut jouer ce match comme si ce 0-0 n'avait jamais existé. Parce qu'il faut faire très, très attention. L'euphorie peut nous amener dans des situations où on pense que, ayant réalisé un match nul là-bas, on est prêt de gagner. La SEC a déjà connu cette situation face à Orlando Pirates en Côte d'Ivoire. Et on est pratiquement dans le même schéma. Et donc, il faut tirer la leçon de ce qui s'est passé avant, mais c'est un match qui va se jouer sur le mental. Et donc, il faut que le staff dirigeant de la SEC puisse ramener tous les joueurs à l'ordre au niveau mental, que les joueurs aient en tête que rien n'est encore joué, que c'est ici que la qualification va se jouer. Donc, chacune des parties de l'équipe doit jouer sa partition. La défense doit garder sa sérénité, parce que un but de prix, effectivement, très tôt, ça risque de désarçonner le club, mais il faut garder la tête froide. Et il faut jouer son match comme si on n'avait pas réalisé ce résultat là-bas. On ne doit pas laisser les Tunisiens jouer. On doit se dire que c'est notre demi-finale. On doit tout faire pour l'obtenir. On peut encaisser même un but à la 80e minute, mais on doit savoir quel match, même à la 94e minute, on peut remonter ce but-là. Mais moi, je crois que la donne, elle est claire. On doit tout faire pour éviter d'encaisser un but de ces Tunisiens-là. Coach, un tel match, comment on le prépare? On le prépare avec beaucoup de calme surtout. Parce que, comme l'a dit Noël, là où je le rejoins quand il parle d'euphorie, c'est déjà dans la préparation du match. Dans la préparation du match, il ne faut surtout pas mettre trop de pression sur les joueurs, mais toujours garder cet esprit de compétiteur, c'est-à-dire cet esprit de la gagne. Et surtout qu'on a besoin d'une victoire pour être qualifié. Parce que les tirs au but, pour moi, c'est aléatoire. Donc, pour moi, c'est quelque chose déjà à dégager des options. On va préparer quand même les tirs au but, mais c'est déjà une option à dégager parce que c'est vraiment aléatoire. L'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est surtout leur dire, ne pas leur mettre une trop forte pression, mais surtout leur rappeler qu'ils sont des compétiteurs et que cette demi-finale va se jouer à la victoire. Donc, c'est de préparer déjà à aborder ce match avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination et surtout se dire que, c'est vrai que Noël le dit, ne pas encaisser un but, mais se dit surtout qu'on a la possibilité de gagner ce match et donc il faut aller chercher à gagner ce match-là. Et sur l'ensemble de ce qu'on a vu au match aller, on a une équipe de la SEC qui, si elle joue comme elle a joué au match aller, il met encore un peu plus de détermination et surtout de l'application devant les buts. Il n'y a pas de raison que cette équipe de la SEC ne puisse pas l'emporter. Donc, il faut préparer ces gamins-là. Est-ce que ce n'est pas là, justement, le piège pour la SEC Mimosa, le fait de se dire qu'on est parti à Monastir, on a tenu tête à ces Tunisiens-là, logiquement, à domicile, ça devrait passer. Non, par contre, c'est cela. C'est là, le discours aussi du coach devrait faire comprendre aussi que ces gars-là, ils arrivent aussi, ils n'ont rien à perdre. Parce qu'eux aussi, leur qualification se joue sur ce match. Sauf qu'ils ont beaucoup plus d'options que nous. Parce qu'eux, ils font 1-1 contre nous, ils sont qualifiés. Ils font 0-0, ils vont au tir au but, ils nous gagnent, ils sont qualifiés. Donc, ils ont beaucoup plus d'options.
C'est pour ça que dès l'entame du match, il faut tout de suite aller les faire douter, chercher à marquer ce but-là qui va le faire douter. Mais pas derrière, comme on l'a dit, il faut garder un équilibre, être toujours présent dès la perte du ballon, être toujours présent dans les espaces où on a la possibilité de mettre la pression sur cette équipe-là. Il faut être capable de pouvoir garder cette pression-là, récupérer très vite les ballons. C'est ce qui va faire la différence. Noël, sur la préparation de ce match. Moi, je pense que la préparation doit être beaucoup plus mentale. Aujourd'hui, physiquement, l'équipe de la SEC tient. Tactiquement, ils ont leur stratégie de jeu. Je crois qu'il faut pouvoir leur parler pour qu'ils s'enlèvent toute pression et qu'ils se disent que c'est un match de football, mais il faut garder beaucoup d'humilité, beaucoup de respect pour l'adversaire. Parce que, vous savez, ce match-là, le piège, il se trouve, quand on est face à un score pareil, il se trouve dans le langage de l'entraîneur. Il faut tenir un langage clair aux joueurs. Ils doivent savoir comment aborder ce match. Parce que quand on est dans cette situation-là, on se dit comment on aborde le match. Même depuis la première minute, comment on l'aborde. Est-ce qu'on les attaque de front? Est-ce qu'on va les chercher? Est-ce qu'on attend pour chercher un compte pour marquer un but et puis on le protège? On est dans une situation où on est allé réaliser un match nul là-bas. On n'a pas envie de perdre sur nos terrains. Et donc quand on n'a pas envie de perdre, parfois on n'a même pas envie de jouer. On se dit, bon, même si on va au pénalty, ça c'est à la chance, ça peut être pardonnable. Donc il faut un langage clair du staff technique sur une stratégie claire qui est bien déterminée pour gagner ce match-là. Si ce langage clair-là, il est compris par les joueurs, quand ils rentrent sur le terrain, ils savent comment jouer. Et puis, ils assument ce qui va se passer. Toute l'équipe doit assumer ce qui doit se passer, doit assumer la stratégie. Et quand c'est clair, je pense que chacun assumant sa partie, logiquement, les choses doivent pouvoir marcher. Mais il faut éviter la confusion dans la tête des joueurs. Il ne doit pas être confus de savoir est-ce qu'ils doivent attaquer, est-ce qu'ils doivent défendre, qu'est-ce qu'on fait, on attaque, on défend. Et là, quand on reste dans cette confusion-là, l'adversaire peut profiter, le temps qu'on éclaircisse les idées, l'adversaire peut profiter pour marquer un but. Donc il faut préparer ce match-là dans le mental des joueurs de la SEC, dans le mental du staff dirigeant, et puis dans la motivation. Moi je dis dans la motivation, ça, la SEC est arrivée là parce que les deux premiers matchs n'ont pas été bons, mais je crois que la motivation a été revue. Mais ils sont arrivés à la porte des demi-finales. Vraiment, il faut préparer la motivation pour que les joueurs sentent que plus que jamais, c'est leur match. Surtout que Noël, quand je regarde mon tableau de bord, la SEC a fini la phase de poule avec 13 points. Monastir a fini deuxième avec 13 points également. 4 victoires pour la SEC, un match nul, une défaite. C'est le même parcours pour Monastir. Donc, il ne faut pas forcément s'arrêter uniquement sur la prestation de Monastir lors de la manche aller. Ah oui, il ne faut pas s'arrêter sur la prestation de Monastir. J'espère que, et je pense que les staff dirigeants, le staff technique de la SEC a pu visionner tous ces matchs de Monastir pour bien regarder comment cette équipe-là joue à l'extérieur, comment cette équipe joue hors de Tunisie, comment elle réagit. Vous voyez qu'elle a elle a 13 points. C'est-à-dire qu'autant la SEC a allé faire des hold-up à l'extérieur, autant cette équipe-là a réalisé aussi des hold-up à l'extérieur. Et donc, il faut regarder comment elle réagit quand elle est hors de Tunisie pour bien analyser les paramètres. Il y a des équipes qui, sur leur sol, ne sont pas forcément très fortes, mais qui sont très fortes, qui savent voyager et qui savent boucler l'espace dès qu'elles ont réussi à planter un but. Et c'est tout ça qu'il faut que la SEC Mimouza regarde. Il ne faut pas regarder le match nul à l'aller. Le match nul à l'aller, il est terminé. Il faut penser au nouveau match qui arrive, préparer les joueurs dans l'esprit pour se dire qu'il y a un nouveau match qui arrive. Le match à l'aller est terminé. Et donc, si la préparation mentale elle est bonne, si les joueurs reçoivent un message clair, logiquement, ça doit pouvoir passer. Mais ils doivent s'attendre à ce que ce match de dimanche-là, ce soit un match difficile, un match rude, qui va pouvoir... où il faut avoir des nerfs solides parce qu'il faut pouvoir tenir parfois même jusqu'à la 94e minute pour que ce but arrive. Coach Oussou, les statistiques révèlent que ces deux équipes-là, ASEC et Monastir, sont très proches l'une de l'autre. Oui, mais après, sur ce genre de match, je pense qu'il faut mettre les statistiques de côté. Ouais, sur ce genre de match-là, ça se joue à des détails près. Ça se joue surtout, comme il le dit Noël, comme il ne fait que le répéter, au mental. Sur l'état d'esprit. Il faut que nos garçons ici aient l'envie de gagner ce match. J'insiste dessus et que c'est là que je rejoins son approche quand il parle du staff technique qui doit être précis dans sa consigne. C'est là que je suis d'accord avec lui. C'est pour ça que moi, je dis, il faut se mettre dans le même état d'esprit qu'eux. On n'a rien à perdre. C'est sur un match de qualification. Donc, autant eux, ils n'ont rien à perdre, autant nous, on n'a rien à perdre. Sauf que nous, on joue chez nous. Donc, on a un avantage, on joue devant notre public. Il faut avoir ce regain de confiance, cette volonté, cette détermination d'aller chercher ces Tunisiens-là. Et surtout, comme je l'ai dit,
pas dans le sens de libérer des espaces, de jouer n'importe comment. Tactiquement, il faut rester discipliné, mais il faut rester discipliné dans le sens de jouer pour aller gagner le match. Donc, chercher tout de suite à mettre ce but-là qui va les faire douter. Ça, c'est clair. Ce but-là qui va les faire douter, qui va nous permettre de prendre l'ascendant sur le plan psychologique et notamment gagner ce match. Comment aborder la rencontre? C'est ce que je dis. Il faut aborder la rencontre avec cette envie d'aller gagner. Oui. Voilà, parce que pour moi, je pense que sur ce match-là, ce serait pour moi venir attendre cette équipe de Monastir, les mettrait plutôt en confiance. Et comme eux aussi jouent avec cet état d'esprit qui n'ont rien à perdre, ils pourraient être meilleurs sur une phase de jeu, nous flanquer ce but dont on redoute nous. Donc, vaut mieux les mettre plutôt dans le doute dès le départ, leur montrer qu'on ne lâchera rien, on est chez nous, on vient pour vous gagner. Voilà. Noël, comment aborder la rencontre? Moi, je suis d'accord avec le coach Israël. Le match se joue sur nous. Il faut, dès l'entame du match, montrer aux joueurs de Monastir que nous sommes chez nous, qu'on n'a pas l'intention de lâcher quoi que ce soit. Et donc, on doit aborder le match en cherchant à contrôler tout le jeu, à être maître du jeu. Regardez un peu ce que City a fait hier. Ils sont chez eux, ils sont maîtres du jeu. On est chez nous, on doit jouer dans ce sens-là, gagner les duels partout sur le terrain, ne rien lâcher à l'adversaire et montrer à l'adversaire que oui, on a beau avoir les mêmes statistiques, mais là, ça reste un match où nous, on a envie d'aller en demi-finale et donc on ne lâchera rien. Que ce soit des duels, depuis les points de corner jusqu'à notre défense, on doit gagner tous nos duels, ne rien lâcher, on doit être fort dans la détermination pour que dès que l'entame du match a été donnée, l'adversaire sent qu'on n'est pas venu pour lésiner, mais qu'on est prêt à la limite à mourir sur le terrain parce qu'on a besoin de cette victoire-là. Je pose la question, est-ce prêt? Parce que à 0-0, ici en Côte d'Ivoire, même si la SEC mène 1-0, rien ne sera encore fait parce que à tout moment, à 1 but partout, c'est Monastir qui sera qualifié coach. Voilà pourquoi déjà il faut les mettre en doute. Parce que je pense que c'est clair que 1-0, ils se diront eux toujours qu'on a la possibilité de se qualifier. Mais si on ne lâche rien derrière et qu'ils sentent qu'ils ont peu d'occasions, ils ont peu de possibilités de nous inquiéter, nous on a plutôt la possibilité de mettre ce deuxième but-là qui va faire mal. Donc il faut, c'est clair qu'on est dans une situation où c'est complexe parce que, comme je le dis, ils ont plusieurs possibilités à eux. Donc nous, étant dans cet état d'esprit où on a très peu, nous, de possibilités, il faut se lâcher, il faut chercher tout de suite à aller les gagner. Noël? Oui, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous, les Tunisiens n'ont pas de pression. Nous, la pression, elle est sur la SEC Mimosa aujourd'hui. La SEC va jouer devant son public et on ne comprendrait pas qu'elle soit allée réaliser un bon résultat en Tunisie et qu'elle vienne ici perdre. C'est pourquoi il faut jouer sans rien lâcher. Il n'y a pas de calcul à faire. C'est un match de qualification parce que, comme on le dit, à 0-0 encore, on peut compter sur Folia Yahi pour sortir quelques ballons, quelques tirs au but. Mais à 1-0, en tentant de conserver ce score-là, si on prend un but, ça va créer la panique et la catastrophe. Et donc, il n'est pas question de chercher, oui, on marque un but à 0, on ne recule pas, on doit pouvoir marcher sur cet adversaire-là pour lui dire qu'on est chez nous. Un but à 0, c'est bon, mais on doit aller chercher le deuxième et le troisième but si on peut. Et je pense que c'est ce qu'on a vu au match aller, la SEC a les moyens d'étouffer cette équipe de Monastir. Maintenant, entre ce qu'on dit et le message qui va être passé aux joueurs, et les joueurs eux-mêmes, même quand il n'y a pas de message, mais ils doivent comprendre que c'est eux, c'est leur match à eux. C'est vrai qu'on parle du staff technique, mais eux-mêmes doivent faire leur introspection et puis comprendre que leur introspection et puis comprendre que c'est leur match à eux. Et donc ça, qu'il y ait entraîneur, message d'entraîneur ou pas, mais ils doivent pouvoir se concerter et se dire que ce match-là, ils ne peuvent pas le lâcher, ils sont à la porte d'une demi-finale d'une Coupe africaine et c'est extrêmement important pour eux. Noël, est-ce que Julien Chevalier et ses hommes doivent se souvenir de ce tour préliminaire de la Ligue des Champions cette saison et cette rencontre face à Oroya Athletic Club à Yamoussoukro? Ah oui, ils doivent s'en souvenir. Et c'est tout le staff de la SEC qui doivent se souvenir de ce match face à Oroya, où le Oroya est venu éliminer la SEC pratiquement à Yamoussoukro. Et on est dans le même schéma. Donc, ils doivent avoir tiré les leçons de cela. Ils doivent s'en souvenir et se dire qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas rester attentiste et puis céder un pouce de terrain à l'adversaire. Il n'y a pas à céder des pouces de terrain. Toute l'équipe doit être capable de se battre sur toute la longueur du terrain, sur la largeur du terrain, mais on ne doit rien céder à l'adversaire. Et effectivement, je crois que c'est un match qui est là et qui montre ce qui peut arriver si effectivement on fait ce qu'on a fait face au Roya. Ça risque de nous arriver dans la même situation. Donc, on doit tirer les leçons de cela. On doit tirer les leçons
d'un match de très longtemps où il y a eu ce ASEC Orlando Pirates, où tout le monde pensait que l'ASEC avait déjà gagné le trophée, mais on a vu le renversement. Donc ce sont des situations de jeu qui peuvent arriver. Et donc on fait attention, mais on doit avoir une très forte détermination. Coach? Bah oui, bien sûr. Je pense que Julien et son staff, ils tiennent compte de toutes ces erreurs-là. Et ils prennent en expérience aussi. Donc, je pense que Julien aura les mots qu'il faut. Il aura aussi la stratégie qu'il faut. C'est clair que il nous baigne aujourd'hui d'amener la SEC après combien d'années à un certain niveau de cette compétition-là. Donc, je pense qu'il a aussi cette détermination, cette envie d'arriver même à la finale et de l'emporter. Donc, il saura tirer les leçons des erreurs commises contre Lauréat. Après, c'est un peu plus vieux, cette histoire de Orlando Pirates. Lui, il n'en a peut-être pas entendu parler, il n'en a peut-être pas vécu. Mais je pense que déjà, pour les faits récents, je pense que Julien saura tirer les leçons qu'il faut pour pouvoir permettre à cette équipe de la SECLA d'être meilleure qu'au match face à Auréa. Nous sommes en train d'analyser ensemble comment faire pour ne pas se faire piéger après ce 0-0 réussi à l'extérieur face à Monastir. Sur la stratégie, on a déploré une stratégie un peu trop défensive à l'aller par Julien Chevalier. Est-ce qu'il faut changer de stratégie cette fois à domicile? Je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce que même que la stratégie, c'est vrai qu'elle avait pour vocation d'être défensive, mais les joueurs ont su se montrer très intéressants au match aller et ont su avoir des occasions pour faire mal à cette équipe de Monastir. Malheureusement, on a pêché devant les buts, on n'a pas été assez bon dans la justesse de la dernière passe pour notamment faire la différence. Par contre, je pense que là, chez nous, il va falloir avoir peut-être une autre vision, une autre stratégie à mettre en place pour permettre à cette équipe-là, comme on le dit, d'avoir de l'allant offensif et de pouvoir avoir des hommes capables de faire la différence offensivement pour pouvoir gagner cette équipe de Monastir. Noël, sur la stratégie? Moi, je pense que sur la stratégie, oui, on a été certainement un peu défensif en Tunisie. C'est des bonnes guerres parce qu'on ne voulait pas, quand on regarde les statistiques, on ne voulait pas véritablement se faire battre par cette équipe de Monastir. Mais là, on est face à une situation où, oui, on est allé limiter les dégâts. Maintenant, il n'y a plus à limiter les dégâts. Il faut dépasser les dégâts et il faut passer à la qualification. Et donc, la stratégie, oui, défensive, mais je crois que quand on finit ce genre de match, comme ils l'ont fait à l'aller, les joueurs eux-mêmes doivent faire leur introspection, regarder ce qui n'a pas marché. Parce que s'ils avaient été un peu plus réalistes devant les poteaux, même dans une stratégie défensive, ils auraient gagné ce match-là. Donc, ils doivent faire leur analyse eux-mêmes et puis regarder que ce match qui va se jouer ce dimanche-là, c'est un match qui va se jouer sur les détails. Il ne s'agira pas de louper les occasions pour en louper. Il faut réussir à concrétiser les quelques occasions qui vont se présenter. Et donc, moi, sur la stratégie, on ne peut pas venir défendre. C'est vrai qu'on doit être prudent, on ne va pas ouvrir des boulevards derrière, mais en même temps, on doit avoir une stratégie pour aller chercher l'adversaire et abattre l'adversaire. Pour l'abattre, ce n'est pas en restant dans notre camp. On dit la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Et donc, il faut qu'on attaque l'adversaire pour que cet adversaire-là ne puisse pas nous attaquer. Surtout que ces hommes du Nord, là, de la Tunisie, par exemple, tactique, technique, mentale, ça, ils maîtrisent bien cela. Noël? Oui, ils maîtrisent bien cela. Et puis, vous savez que c'est des joueurs futés. Ça, moi, je vous dis, ils savent que ils peuvent même venir jouer le jeu, tomber sur le terrain, histoire d'endormir l'équipe de la SEC. Et puis, comme ils sont très malins, à la moindre contre-attaque, ils vont nous planter ce but-là. Et ça, je crois que c'est comme ça qu'ils vont venir jouer. Ils vont tomber sur le match, sur le terrain, le temps de casser le rythme de jeu de la SEC. Quand ils vont voir que la SEC est en train de faire la pression, ils vont tout faire pour ralentir le match parce que eux, dans leur esprit, ils chercheront simplement à planter ce but-là. Et donc, c'est une équipe fuitée qui va arriver, une équipe avec beaucoup d'expérience comme les équipes du Maghreb. Donc, il faut faire attention à tout cela. Il ne faut pas tomber dans leur jeu surtout parce que leur jeu, ce sera de tout faire pour ralentir la pression de la SEC. Et si on ne tombe pas dans leur jeu et qu'on leur impose notre jeu, véritablement, vous savez, ces équipes-là, en général, elles ne jouent pas, mais dès qu'elles sont menées à ce moment-là, elles se rendent compte qu'il y a danger. Donc, il faut qu'on commence par les acculer pour pouvoir marquer nous-mêmes nos buts, mais il ne faut pas qu'on tombe dans leur jeu, histoire de nous laisser endormir. Coach? Oui, pareil, je suis d'accord avec Noël. Et c'est ce que je me tue à répéter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser cette équipe de Monastir là tout de suite produire du jeu. Il faut tout de suite les prendre à la gorge. Et notamment, à la différence du match aller, avoir beaucoup plus de calme
beaucoup plus gérer les émotions devant les buts, faire les bons choix, parce que c'est ce qui nous a manqué au match aller. Donc, il va falloir corriger cela. Et je pense que si on arrive à corriger cela, il y a de fortes chances qu'on arrive à marquer plus tôt. Et notamment après, derrière, ça sera beaucoup plus facile pour nous. Il faut que côté ASEC Mimosa, Noël, on s'attende à avoir du répondant en face. Hein? Ben oui, les quarts de finale se jouent ce dimanche-là. Parce que toutes les deux équipes ont oublié le match aller. Toutes les deux équipes aujourd'hui ont 50% de chances de se qualifier. Donc c'est un match équitable. Donc la SEC Mimosa doit s'attendre à un répondant, surtout que c'est une équipe de Monastir qui vient sans aucune pression. Si Monastir est éliminé aujourd'hui par la SEC, mais toute l'Afrique saura qu'elle a perdu cette élimination, cette qualification en Tunisie, mais pas en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ils sont dégagés de la pression. Et donc la SEC doit s'attendre à une forte pression de la part de cette équipe-là, à une forte résistance surtout, parce qu'ils vont venir pour ne pas encaisser effectivement ce but que la SEC veut leur planter. Et comme on les connaît dans leur stratégie pour ne pas encaisser ce but-là, ils vont passer tout le temps à perdre le temps, tomber sur le terrain, parce qu'eux, ils vont chercher juste le petit coup de poignard. Et donc ça, il faudra bien gérer ce match-là en termes d'émotion pour que la SEC ne tombe pas dans le jeu de cette équipe de Monastir. Mais la SEC aura de la résistance. Il ne faut pas croire que sur les premiers ballons, on va marquer. Ce serait le souhait. Si on marque sur les premiers ballons, mais ce sera le souhait de toute la Côte d'Ivoire. Mais il va avoir de la résistance. C'est pourquoi il faut mentalement être fort parce que le match peut être long. Coach? Ben oui, c'est clair que Monastir arrive dans un état d'esprit encore meilleur, puisque eux, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont vraiment rien à perdre sur ce match-là. Ils vont jouer un peu, comme on le dit dans le jargon ivoirien, comme des cabris morts. Donc, je pense que c'est la SEC qui devrait beaucoup être concentrée, beaucoup de concentration. Mais c'est surtout que je pense, connaissant la manière de jouer de ces équipes arabes, je pense que c'est une équipe qui viendra tout de suite pour jouer en contre. Elle va essayer de jouer en bloc, à céder moins d'espace à cette équipe de la SEC et notamment jouer sur des contres. Donc c'est là que aussi Julien devra aussi faire très attention, garder toujours un certain équilibre défensif, même quand on va se désorganiser pour attaquer. Il va falloir quand même avoir cette capacité à vite reformer le bloc équipe et puis empêcher la progression, empêcher les contres de ces équipes-là, de cette équipe de Monastir là, sur les phases de transition, on va dire, comme on le dit dans notre jargon, def-off, sur les phases de récupération de cette équipe de Monastir pour attaquer. Il va falloir que cette équipe d'ASEC là arrive rapidement à s'opposer pour éviter que cette équipe-là puisse aller très vite en contre et nous faire mal. Coupe de la Confédération de la CAF, quart de finale, retour à ASEC Mimosa, US Monastir de Tunisie. C'est le dimanche prochain, 30 avril 2023 à 16h au stade de la paix de Bouaké. Commissaire au match, Abdul Kassem Abdellah du Maroc. Les arbitres sont Samuel Ouikonda du Rwanda, Kwasi Achepong Brobé du Ghana. Deuxième assistant, Dieudonné Moutouiyamana du Rwanda. Quatrième officiel, Lamine Djamé de Gambie. Prix de vente des tickets pour le stade de la paix de Bouaké. VIP, 10 000 francs. Tribune Ouest, 3 000 francs. Tribune Est, 2 000 francs. Tribune Nord, 1 000 francs. Tribune Sud, 1 000 francs. Vous suivez la rediffusion de Vérité des Sports. Aïe, la tante il a quoi encore? Ça fait 2 jours qu'elle est bizarre, hein? Non mais vraiment, elle a quoi? Ah mais ça, c'est depuis qu'elle parie sur Betclic. La tante il est tombée complètement fan de foot. Je crois que je la comprends. Avec Betclic, vive le sport plus fort. Sous licence l'Audacie, joueur responsable sur Betclic. Vérité des sports. Noël, il y a un élément à prendre en compte pour ces quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. C'est l'arbitrage vidéo, la VAR. L'arbitre assistant vidéo Ahmed El Gandour d'Égypte. L'assistant VAR, c'est Ahmed Ossam Taha Ibrahim, également d'Égypte. La VAR a son importance, Noël. Bah oui, je me réjouis de ce que cette VAR-là, elle est en Côte d'Ivoire. Elle a son importance. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne peut plus faire toutes ces supputations-là, tous ces cris dans les tribunes.
Et tous ces discours-là, autour d'un but marqué ou d'un but refusé, vont s'altérer. Et donc, la VAR a son importance. Ça montre effectivement que le stade de Boaké est un stade de très haut niveau. Et donc, moi, je me réjouis de cela. Mais en même temps, moi, je pense que on le dit, mais la SEC aura besoin de son 12e homme qui est son public. Jouer à Boaké est le public de la SEC Mimosa. Oui, et donc, il y a aussi des vérités d'espoir pour attirer l'attention de ce public-là. Oui, Noël, rassurez-vous, il y a un numéro de vérité des sports demain. Vous aurez largement le temps de parler des supporters. Ne croyez pas qu'on les a oubliés. D'accord, Ange. Donc, oui, la VAR aura son importance. Et donc, c'est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire parce qu'au moins, nous, on est véritablement dans le haut tempo. On est pratiquement dans des stades, on va dire, homologués par la FIFA. Et je comprends pourquoi le président de la République a intervenu la dernière fois pour dire que la Côte d'Ivoire sera prête à tous les niveaux. Au niveau sportif, on est véritablement prêt avec la VAR. D'accord. Coach, la VAR, ça, c'est important. Très important quand on sait tout ce qui s'est déjà passé dans le passé dans ce genre de match. C'est important parce que ça permettra à l'arbitre d'avoir une certaine équité, une certaine justesse dans ses choix, dans ses décisions, et ça peut jouer parce que ce genre de match, ça se joue sur des petits détails. Et très souvent, dans le passé, ça s'est joué sur des détails d'arbitrage, des choses qui n'ont pas favorisé un certain nombre d'équipes, notamment les équipes subsahariennes qui ont eu des difficultés à se qualifier à ce niveau de la compétition. Donc, je pense que la VAR va venir rassurer tout le monde sur notamment le comportement des arbitres et notamment permettre même à ces arbitres-là aussi d'être justes dans leurs différents choix. Et après, c'est l'équipe qui restera la meilleure qui l'emportera. Surtout pour les Tunisiens qui se déplacent, Noël. La VAR, déjà, ça va gonfler leur morale parce qu'on les connaît. À tout moment, ils vont mettre la pression sur l'arbitre pour dire bon, allez-y voir la VAR, allez-y voir la VAR. Oui, eux, à la limite, eux, ils sont habitués à jouer dans des stades où ils ont déjà la VAR. Et donc, oui, ça va les rassurer. Ça va les rassurer quant à ce que le résultat sur le terrain doit être accepté. Parce que c'est vrai que cette VAR va les rassurer. Ils savent qu'à tout moment, ils mettront la pression. Ça aussi, c'est leur expérience. Mais je crois que l'équipe de la SEC doit comprendre aussi qu'il faut monter aussi en expérience. Et donc, la VAR est là pour tous les deux clubs. Ça va les rassurer. En même temps que ça va les rassurer, ça va pouvoir ramener tout le monde aussi à l'ordre. Parce que c'est vrai que, vous savez, ces équipes du Maghreb-là ont cette forte pression-là. Ils aiment bien mettre la pression sur les arbitres. Ils peuvent même pousser jusqu'à pratiquement faire front à un arbitre. Et donc, il aura la VAR. Et je crois que la VAR va pas être une VAR sentimentale. Ça va être une VAR pour équilibrer tout ce match de ce dimanche-là. Coach, il faut que les joueurs de la SEC apprennent à jouer avec la VAR. Je pense que ils savent déjà jouer avec la VAR, je pense. Qu'est-ce que la VAR apporte je sais pas, en plus sur le terrain? Il faut jouer normalement. Après, la VAR, ça vient pour juste infirmer ou confirmer une décision arbitrale. Vous savez que nous, nos clubs, en général, on n'a pas de vice. Hein. Oui. Souvent, il faut avoir un peu de vice parce que dans ces rencontres à quitte ou double, là, il faut savoir utiliser la VAR. Il faut savoir aussi, il ne faut pas laisser seulement le monopole des Tunisiens à tout de suite, à chaque fois, demander à l'arbitre, mais la VAR. Parce que le problème, c'est que ce que les gens doivent savoir sur la VAR, c'est que l'arbitre reste quand même le maître. On peut attirer son attention sur la VAR, c'est lui qui décide d'y aller ou pas. Et quand il décide d'y aller, il reste encore le maître, c'est lui qui décide son appréciation sur ce qu'il voit. Donc moi, je pense que c'est vrai. Mais vu que ça reste des êtres humains, oui, souvent, après, c'est vrai. Ils se laissent influencer. Exactement, après, ça vient un peu se laisser influencer. Mais je pense qu'il faut avoir un match propre déjà. Il faut avoir ce match propre-là. Il faut avoir cette capacité à avoir ce match propre-là. Après, c'est difficile, même avec la VAR, de pouvoir tricher ou voilà. Sur le match propre, justement, c'est là que nous allons terminer notre débat sur l'effectif de la SEC. Noël, la SEC a un effectif pour aller au bout. Oui, je pense que la SEC a un effectif pour aller au bout. Sur ce qu'on a vu face à cette équipe de Monastir en Tunisie, moi je crois que la SEC a l'effectif pour aller au bout. Pour l'instant, je peux dire que la SEC a l'effectif pour passer cette équipe de Monastir. Parce qu'ils auraient pu même battre cette équipe de Monastir en Tunisie, que personne n'aurait crié. Ils ont l'effectif. Maintenant, reste que c'est le staff technique qui
qui met un effectif complémentaire sur le terrain, un effectif efficace. J'espère que jusque-là, ils ont assuré cette complémentarité, ils ont rééquilibré les choses après des premiers matchs. Ça a permis à la SEC d'arriver là où ils sont. Aujourd'hui, pour moi, la SEC a l'effectif. Et on ne va pas changer, comme on le dit, on ne va pas changer l'équipe qui gagne. On connaît quasiment l'ossature de cette équipe de la SEC là, dans cette Coupe CAF là. Véritablement, il ne va pas, à mon sens, avoir de très gros changements. Peut-être quelques-uns en attaque, mais en défense, par exemple, je crois que la SEC va garder la même défense. Mais la SEC, pour moi, a l'effectif de passer cette équipe de Monastir. Coach Oussou? Je pense que oui. Je pense que la SEC a l'effectif pour cette équipe de Monastir. Après, ça va être une question de choix aussi. Ça va être question de choix. Je pense que l'équipe qui a commencé le match à l'aller, juste que deux petits changements ou même un changement au niveau du milieu de terrain, apporter peut-être un créateur au milieu de terrain, un gars qui est capable de faire une dernière passe, pourrait permettre à cette équipe de la SEC là de faire la différence. Donc je pense que là en ce moment avec la deuxième phase, on a Wolo et Trabi qui aujourd'hui sont très costauds. Quand on regarde le match qu'ils nous font au match aller, je pense qu'ils ont les capacités de tenir tête à cette équipe de Monastir là. Mais après, il faut avoir aussi la capacité d'avoir une bonne gestion des émotions, surtout qu'on joue chez nous. Il ne faut pas être euphorique, comme le dit Noël. Mais en matière d'individualité de l'effectif de la SEC, je pense qu'ils ont les hommes qu'il faut. On a par exemple Zouzou Carlos qui à l'origine joue un temps soit peu dans l'axe, mais qui aujourd'hui est décalé en latéral gauche, qui défensivement a un gros travail, qui est constant, qui est calme, tranquille, qui n'est pas euphorique, qui a le sang-froid d'un défenseur central, qui arrive à gagner ses duels. Ça va être important aussi. Donc je pense que en termes d'effectifs, la SEC a quand même des hommes pour. Mais moi, ce qui m'inquiète, je le dis, je trouve que cette équipe de la SEC là est capable d'être tueuse, mais en termes de finition, il y a véritablement un manque. Donc j'espère que Julien a identifié ce manque-là et que sur la préparation du match retour, il a vraiment bossé à ce niveau-là pour qu'on ait vraiment cette capacité d'avoir ce sang-froid, cet esprit de tueur pour pouvoir marquer ces buts-là à cette équipe de Monastir. Je suis d'accord avec vous, la SEC n'a pas marqué beaucoup de buts dans cette phase de groupe, d'abord de la Coupe de la Confédération, et puis pour le premier quart de finale, aller, c'est 0-0. Noël, quels sont les joueurs clés des jaunes et noirs en ce moment? Moi, je pense que les joueurs clés des jaunes et noirs en ce moment, c'est pratiquement la ligne défensive. C'est la défense centrale de la SEC qui pour moi, constitue la force de cette équipe de la SEC là. Vous savez, quand on a une défense comme celle que la SEC a, ça rassure toute l'équipe, parce que véritablement pour moi, l'intégration de Trabi Antonin a permis à la SEC, à la ligne défensive de la SEC Mimosa de se stabiliser dans sa défense centrale, parce que c'est là où la SEC avait péché. Regardez au Nigeria comment ils ont pris les buts là, mais vraiment pour moi le joueur clé qui permet à cette équipe de la SEC d'évoluer sereinement aujourd'hui, c'est Trabi Antonin, et donc la paire associée à Wolo Koulibaly permet une stabilité à cette défense-là. Quand ils ça, on est sûr qu'ils ont un Folia Yahi derrière qui peut sortir des grands ballons, mais pour moi, ces joueurs clés-là, ils sont pour l'instant en défense. Regardez le match qu'ils réussissent en Tunisie, ça veut dire que ces joueurs clés sont en défense. Coach? Oui, c'est ce que je... Sur qui miser? Il faut déjà miser sur la solidité de sa défense. Parce que je pense que c'est une paire qui a appris à se connaître, qui a appris à jouer ensemble et qui aujourd'hui montre de très bonnes performances. Elle encaisse très peu de buts. Et c'est des hommes, moi je connais très bien Wolo parce que je l'ai eu comme joueur à Denguele. C'est un garçon qui est assez correct dans sa capacité à gagner des duels. Il a cette capacité aujourd'hui avec l'expérience prise d'être calme, tranquille, même d'assurer les relances. Donc je pense que la plus grosse force de la SEC, ce sera là à ce niveau. Après, au milieu de terrain, vous avez un garçon comme, on n'en parle pas beaucoup, mais qui a un travail énorme. Zungrana, qui fait un travail énorme de récupération. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la pièce maîtresse aussi au milieu de terrain, parce que quand on voit toute l'abattage qu'il a au milieu de terrain en termes de récupération, ce serait vraiment bien. Après, il va falloir que le doyen E6 arrive après à bien relancer. Quand Zungrana récupère, à bien relancer. C'est vrai qu'il participe aussi à la récupération, mais aujourd'hui, E6 n'a plus cette capacité à enchaîner les répétitions de course, à notamment avoir ce souffle pour pouvoir juste après relancer. Donc je pense que le travail, la Zungrana va l'effectuer, mais lui, après, dans la transition avec l'attaque, il va falloir qu'il soit présent pour donner des derniers ballons, même au milieu offensif, donner des ballons aussi directement à l'attaque. Il va falloir qu'il reste lucide aussi pour ça.
D'accord, vous parliez de la SEC qui ne marque pas beaucoup de buts. Il pourrait penser au coup franc, pourquoi pas? Parce que vous avez parlé de Carlos Zouzou, c'est quelqu'un qui a du feu dans son, dans son pied gauche. Et s'il y a des coups francs à l'entrée de la surface de réparation, ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Merci à la team VDS, nos chers experts, Noël Yapo, le coach Israël Oussou, réalisation Inoussa Dambélé, Eric Kwame, technique, bien sûr, Honoré Oka. Demain, vous avez rendez-vous avec Brice Kouassi pour la version actualité de Vérité des Sports. Vérité des Sports. Avec Betclic, vive le sport plus fort. Vérité des Sports. Vérité des Sports, le sport sans détour. Du lundi au vendredi, suivez l'actualité sportive et vivez les grands débats sur le sport en compagnie de nos spécialistes, consultants, encadreurs, athlètes, publics sportifs. Partageons les moments forts du sport en toute franchise. Ange Assekrou, 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 Ange Assekrou.